Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ada, une femme trahie par son mari, détestée par sa propre sœur, et jetée vivante dans la tombe par jalousie. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un voyage dans la nuit, un voyage où les cœurs pourrissent plus vite que les corps, où la famille devient l'ennemi, et où la mort n'est parfois qu'un refuge refusé. Asseyez-vous, fermez les portes, éteignez les lumières si vous osez, parce que ce récit va réveiller quelque chose en vous. Avez-vous déjà enterré quelqu'un que vous aimez, pour ensuite le revoir marcher dans la rue le lendemain? Pas comme un fantôme translucide des films Nollywood. Non. Vivant. Respirant. Vous regardant avec des yeux qui semblent connaître tous vos secrets? À Lagos, une ville où même l'air est bruyant, vivait un homme nommé Amécha. Un homme ni totalement bon, ni totalement mauvais comme beaucoup. Il priait le dimanche, levait les mains au ciel, mais faisait des petites bêtises en semaine, caché derrière des sourires polis. Pourtant, même les personnes moyennement coupables n'enterrent pas leur femme, 3 fois. Oui, 3. La première fois remonte à 6 mois. À Atten-Cemetery. C'était un enterrement complet, chaise blanche, tente bleue, parents éplorés, pasteur qui criait « From dust you come, to dust you shall return ». Amécha, lui, pleurait si fort que même les oiseaux perchés dans les arbres prirent la fuite comme si Dieu leur avait dit « Mon fils, relocate maintenant ». Mais 6 mois plus tard, au Balogun Market, Amécha vit Ada. Pas quelqu'un qui lui ressemblait. Non. Ada, sa femme. La même silhouette, le même nœud de foulard, le même pagne jaune qu'elle aimait porter le dimanche pour aller acheter du poisson frais. Il cligna des yeux. Elle disparut. Grief is doigt me strungting, pensa-t-il. Alors il enterra cette vision dans son cœur. 2 mois plus tard, à Computer Village, il la vit encore. Cette fois, elle tenait un chargeur de téléphone comme une femme vivante ayant besoin d'iPhone accessory, pas comme un esprit flottant entre les mondes. Leurs yeux se croisèrent une seconde. Une seule. Mais cette seconde suffit pour glacer son sang comme un bloc de glace sorti du coulé d'un vendeur de purwater. Il se lança derrière elle, poussant tout le monde, criant comme un fou. Mais elle se volatilisa dans la foule. C'est là qu'il enterra sa santé mentale. Les nuits devinrent longues, les ombres trop nombreuses. Ses amis lui dirent d'aller voir un pasteur, de faire délivrance, de prier, de jeûner, de laver sa tête avec de l'eau bénite. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Ada n'était pas morte. Du tout. 8 années de mariage. 5 années de bonheur. Puis, dans la 6e année, Amécha se transforma. Les retours tardifs commencèrent. Les parfums féminins collés à ses chemises. Les excuses bizarres. Pire encore, une jeune fille nommée Shama, vendeuse d'airtime au coin de la rue, devint soudain la receveuse officielle de l'argent qu'il n'avait plus pour Ada. Ada savait. Les femmes savent toujours avant l'annonce officielle. Un soir, Ada demanda calmement. « Qui est Shama ?» Le visage d'Amécha changea de couleur comme un caméléon déposé sur un tissu arc-en-ciel. « Chi. Shama ? Quelle Shama ? La même dont tu regardes la photo sur ton téléphone comme si elle contenait la direction pour atteindre le paradis, » répliqua Ada, sa voix tranchante comme une lame neuve. Ce soir-là, le mariage prit feu. La querelle fit éteindre les générateurs des voisins. Ils voulaient entendre l'épisode en HD. Amécha insulta Ada, l'humilia, la traita de vieille, d'inutile, et compara Shama à une jeune reine qui le faisait se sentir homme. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un autre mal plus profond se tramait dans les murs de sa maison. Unazi, la jeune sœur d'Ada. Unazi avait grandi à l'ombre d'Ada. Toujours deuxième. Toujours, celle qui essaie. Toujours, pas assez. Quand Ada avait trouvé un mari aimant, une maison stable, une vie douce, la jalousie d'Unazi prit racine comme une plante parasite, s'enroulant autour de son âme, l'étouffant petit à petit. La souffrance d'Ada devint pour elle une opportunité. Quand elle vit comment Amécha traitait Ada, une idée se forma dans son esprit. Noire. Tordue. Diabolique. Une idée qui pourrait lui donner ce qu'elle avait toujours voulu, la vie d'Ada. Elle alla donc voir un homme dangereux, Baba Aladura, un faux prophète mi-chrétien mi-juju, un homme dont la Bible était posée juste à côté d'un calbar rempli de choses qu'on ne devrait jamais toucher. « Je veux quelque chose qui rendra ma sœur malade, très malade, mais pas trop vite, dit-elle. Baba sourit. Le sourire d'un serpent. Il lui vendit un poison qui faisait passer quelqu'un pour mort sans réellement mourir. Juste assez pour tromper médecin, pasteur, famille, tout le monde. Ce fut le début de la fin. Pendant 3 semaines, Unazi empoisonna Ada en douceur.
Dans le riz. Dans le jus. Dans l'eau. Ada s'affaiblit. Lentement. Doucement. Mortellement. Et un mois plus tard, elle mourut. Ou plutôt, on crut qu'elle était morte. Mais le poison avait un secret. Au bout de quelques heures, la personne se réveillait. C'est là que commence l'histoire d'un enterrement, qui n'en était pas un. Et d'une morte, qui observait les vivants. Le jour où Ada mourut, Lagos était couvert d'un ciel gris, lourd, comme si même les nuages savaient que quelque chose n'allait pas. La nouvelle se répandit plus vite qu'un feu dans un marché de Balogun. Ada Damesha est morte. Les voisines accoururent, les tantes crièrent, les enfants sortirent discrètement pour regarder, trop jeunes pour comprendre le drame mais assez curieux pour sentir qu'un événement étrange se déroulait. Amesha, lui, joua son rôle à la perfection. Il pleura. Il cria. Il tomba même dans la cour, se roulant sur la terre rouge comme s'il voulait fusionner avec elle. Chacun disait « Ah, Amesha aimait vraiment sa femme. Regarde comment il pleure. » Personne ne savait qu'au fond, il pleurait pour protéger son image, pas pour Ada. Pendant que tout le monde s'agitait, Unazi, debout à côté du lit, observait le corps immobile de sa sœur. Sa poitrine semblait figée, son visage froid, mais sous cette façade se cachait une vérité que seule elle connaissait. Ada n'était pas morte. Elle respirait encore, mais très doucement. Le poison faisait son effet comme prévu. Le médecin du quartier confirma le décès sans poser trop de questions. À Lagos, quand un corps ne bouge plus, on évite de compliquer la vie. Les pleurs se transformèrent en préparatifs. Les matrones lavèrent le corps. On choisit une robe blanche, simple, mais belle. Ada paraissait paisible, comme une femme plongée dans un sommeil trop profond. Le cercueil arriva. On y déposa Ada. Les chants commencèrent. Les prières montèrent. Et dans le silence entre deux lamentations, personne n'entendit ce que seul le cœur d'Ada produisait encore. Un battement faible, terriblement faible, mais bien réel. Le cortège se rendit au cimetière. Le sol était mouillé, comme si la terre savait déjà qu'elle allait avaler quelqu'un qui n'aurait jamais dû entrer en elle. On creusa. On descendit le cercueil. On recouvrit de terre. Et juste comme ça, Ada fut enterrée vivante. Mais le plan du nazi n'était pas seulement de la faire passer pour morte. Le poison devait s'estomper après quelques heures. Ada devait se réveiller, dans un endroit précis. Pas sous terre. Unazi avait payé 2 hommes pour déterrer le corps à la tombée de la nuit et le transporter à un lieu secret. Les hommes arrivèrent au cimetière vers 1 heure du matin, leurs lampes torchées tremblantes. Le silence leur donna la chair de poule. Ils déterrèrent le cercueil en hâte. Lorsqu'ils l'ouvrirent, Ada respirait. Faiblement. Mais elle respirait. « Baba, elle est vivante. » Lança l'un des hommes, horrifié. « Just carrier. Baba said she will wake up. Do your job. » Ils chargèrent le corps de la femme encore inconsciente sur une moto. La route était sombre, les lampadaires rares, et le moteur résonnait comme une bête affamée. Ils arrivèrent chez un tradipraticien affilié à Baba Aladura, qui les attendait dans une petite maison à l'odeur de feuilles brûlées et de sang séché. Là, Ada fut déposée sur un lit de fortune. Le vieil homme la regarda longuement. Elle va se réveiller. Mais quand elle ouvrira les yeux, sa vie ne sera plus la même. Et effectivement, quelques heures plus tard, Ada se réveilla dans un sursaut violent. Ses poumons cherchèrent l'air comme une noyée tirée hors de l'eau. Ses mains tremblaient. Ses yeux s'ouvrirent, grands, affamés de lumière, effrayés par le monde autour d'eux. Elle tenta de parler, mais sa voix n'était qu'un souffle. La peur était immense. Où était-elle? Pourquoi était-elle là? Comment avait-elle survécu? Puis les souvenirs revinrent. La maladie soudaine, les douleurs, les faiblesses. Unazi près d'elle, souriante parfois, trop souriante. Puis l'obscurité. Ada comprit alors quelque chose d'impensable. Quelqu'un avait voulu sa mort. Et si elle était ici, vivante, ce n'était pas par chance. Quelqu'un l'avait déplacée, cachée, manipulée. Alors elle posa la question qui brûlait ses lèvres. « Où suis-je » Le vieux répondit calmement. « Là où les morts vivants restent jusqu'à ce que le destin décide de leur retour. » Ada comprit que sa vie venait d'être volée. Son identité. Son foyer. Son mari. Tout. Mais elle n'était pas du genre à mourir sans comprendre. Elle allait découvrir la vérité. Elle allait suivre les ombres. Elle allait revenir. Et quand elle reviendrait, Lagos tremblerait. La vie d'Ada enfermée chez le tradipraticien ressemblait à un long cauchemar réveillé. Le vieil homme, que tout le monde appelait Péadiri, vivait dans une petite maison en bois au bord d'une rivière trouble. Sa peau ridée témoignant d'une vie plus longue que la plupart des gens n'en vivraient jamais. Il parlait peu, bougeait lentement, mais observait tout avec une précision déconcertante.
Ada passa les premiers jours à se remettre. Ses muscles tremblaient. Son cœur battait trop vite. La simple lumière du soleil lui faisait mal aux yeux. Elle dormait souvent, mais ses rêves étaient remplis d'ombre et d'un rire. Le rire d'une femme. Le rire du nazi. C'est en se réveillant un matin, trempée de sueur, qu'elle posa la question qui lui brûlait l'âme. Pourquoi suis-je ici? Qui m'a amené ici? P.A. Diri s'assit près d'elle, triturant un chapelet de graines noircies. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne fais que ce que Baba Aladura demande. Il a dit que tu dois rester ici jusqu'à ce qu'on te rappelle. On me rappelle? Comme un objet perdu? Interrogea Ada avec colère. Le vieil homme sourit, laissant apparaître des dents jaunies. Dans ce monde, ceux qui sont enterrés ne reviennent pas facilement. Si tu es revenu, c'est que Dieu n'a pas signé ton départ. Ou que le diable n'a pas terminé avec toi. Ces paroles résonnèrent longtemps dans son cœur. Mais Ada n'était pas une femme passive. Elle avait perdu sa vie, mais pas sa détermination. Elle voulait comprendre. Alors malgré sa faiblesse, elle commença à marcher, chaque jour un peu plus loin. Elle observa. Elle écouta. Elle chercha des indices. Le 3e jour, elle entendit P.A. Diri parler avec un homme venu tôt le matin. Elle doit rester tranquille. Baba dit que la famille pense qu'elle est morte. Ada sentit son sang se glacer. Sa famille croyait réellement à sa mort. Elle imagina Amesha, ses pleurs, sincères ou faux. Ses amis? Sa mère? Ses voisins? Son fils adoptif? Tout ce monde avait pleuré quelqu'un qui respirait encore. Mais ce n'était pas tout. Elle s'approcha, cachée derrière un mur. P.A. Diri baissa la voix. Et la sœur? Une Asie, elle a dit que tout se passe comme prévu. Ada voulut crier. Son propre sang. Sa propre sœur. Celle qu'elle avait nourrie, protégée, soutenue. Une trahison aussi froide que la tombe où elle avait dormi. Les jours suivants, Ada observa une transformation en elle. D'abord la douleur. Puis la colère. Puis, le calme. Celui des gens qui ont trop perdu pour pleurer encore. Celui des gens qui cherchent la vérité avec une patience dangereuse. Elle demanda un jour. Je veux partir. Tu ne peux pas. Pas encore, répondit P.A. Diri. Qui décide? Moi ou eux? Ceux qui t'ont enterré. Ceux qui t'ont réveillé. Il avait raison. La liberté d'Ada n'était plus entre ses mains. Du moins, pas encore. Une nuit, elle resta éveillée en écoutant les bruits de la nature autour d'elle. Le vent qui secouait les feuilles. Les grillons. Le clapotis de la rivière. Elle pensa à Amesha. À son mariage détruit. À ses larmes, jouées ou réelles. À ses mensonges. À la femme nommée Shama. À tout ce qu'il avait mené dans ce lit étranger. Et surtout, à une Asie. Elle se promit, les dents serrées. Je ne mourrai pas une 2e fois. Pas pour eux. Les jours passèrent. La force revint. L'esprit d'Ada devint plus clair. Plus aiguisé. Elle commença à élaborer un plan. Si elle revenait dans sa vie trop tôt, elle risquait d'être éliminée pour de bon. Si elle attendait trop, tout ce qui lui appartenait serait définitivement perdu. Elle devait frapper au moment exact. Ni trop tôt, ni trop tard. Et ce moment arriva plus vite qu'elle ne l'imaginait. Un soir, un jeune garçon arriva en courant chez P.A. Diri. Baba dit de préparer la femme. Quelqu'un l'a vue en ville. Amesha croit l'avoir aperçue. Ada sentit son cœur s'arrêter. Amesha. Il l'avait vue. Ou du moins, il avait cru la voir. Elle comprit alors que son retour dans le monde des vivants avait déjà commencé, sans qu'elle n'ait prononcé un seul mot. La vérité était là, tapie dans l'ombre. Et elle allait bientôt exploser. Quand on croit qu'une personne morte revient marcher dans la rue, Lagos devient un champ de murmures. Les rumeurs se propagent comme le vent chaud en saison sèche. Les gens commencent à parler bas, à regarder derrière eux, à chercher des signes. Amesha, lui, avait l'impression de perdre la tête. Il avait vu Ada. Pas une hallucination. Pas un rêve. Ada, vivante. Marchant. Respirant. Le pagne jaune qu'elle aimait tant. Ce n'était pas un fantôme. C'était trop réel. Il passa plusieurs jours à la recherche de cette silhouette. Baloga Market. Oshodi. CMS. Il regardait chaque visage. Chaque femme portant un foulard semblable. À chaque fois qu'il en voyait une de dos, son cœur battait trop fort, ses mains tremblaient. Ses amis commencèrent à s'inquiéter. Amesha, tu dois te reposer. Tu es traumatisé, mon frère. Laisse la morte reposer. Mais comment laisser reposer quelqu'un qui marche encore? Pendant ce temps, une Asie vivait sa meilleure vie. Elle avait pris possession de toute la maison d'Ada. Dormait dans sa chambre. Utilisait ses vêtements. Portait ses bijoux. Elle disait à tout le monde qu'elle restait pour soutenir Amesha.
Mais les voisines savaient déjà ce qu'elle attendait, remplacer Ada. La jeune sœur autrefois effacée brillait désormais comme une lune trop lumineuse. Et Amécha, brisée, fragile, influençable, commençait à s'appuyer sur elle. Un soir, alors qu'elle servait le repas, Amécha dit « Tu es vraiment une bonne personne. Merci d'être restée. » Le sourire du nazi était doux à l'extérieur, mais tranchant à l'intérieur. Parallèlement, Ada observait tout de loin. Péadiri lui avait appris à se cacher, à rester dans l'ombre. Ada marchait désormais dans Lagos avec la prudence d'un animal traqué. Elle couvrait sa tête, changeait de vêtements, prenait les ruelles. Elle suivit Amécha un jour. De loin. Elle le vit entrer dans une boutique d'accessoires téléphoniques, parler avec une jeune femme fine, souriante, aux cheveux tressés courts, Chama. Ada sentit une chaleur douloureuse monter dans sa poitrine. Elle observa leur conversation, l'échange de regards, les rires timides. Tout ce qu'elle n'avait plus eu depuis des années. Mais ce n'était pas tout. Elle observa un comportement d'Amécha qui la frappa comme un éclair. Il semblait terrifié. Instable. Paranoïaque. Comme un homme hanté. Elle comprit alors que sa présence, même invisible, était en train de le détruire psychologiquement. Elle devait agir avant qu'il ne devienne fou au point d'être dangereux. Pour lui. Pour elle. Pour la vérité. Ce soir-là, elle retourna chez Péadiri et déclara « Je veux reprendre ma vie. » Le vieil homme soupira. Une vie que les gens croient terminée ne revient pas sans conséquence. « Je suis prête, répondit Ada. Mais Péadiri la fixa longuement, puis secoua la tête. « Pas encore. Si tu reviens maintenant, tu mourras vraiment. Ceux qui t'ont enterré ne veulent pas que tu respires encore. » Ada comprit. Ceux qui l'avaient enterrée. Ceux qui voulaient qu'elle reste sous terre. Ceux qui avaient signé mentalement son décès. Il n'y en avait que deux. Unazi. Et Amécha. Cette réalisation la frappa comme une machette. Et pourtant, elle ne pleura pas. Elle avait déjà versé toutes ses larmes dans ce cercueil. Elle rentra dans la petite maison, ferma les yeux et murmura. Alors je reviendrai comme un fantôme, jusqu'à ce que la vérité les brûle. Et c'est ce qu'elle fit. Les jours suivants, Ada se mit à apparaître à distance. Elle se plaçait là où Amécha pouvait la voir. Un reflet dans une vitrine. Une silhouette derrière un bus. Une femme marchant dans une ruelle lorsqu'il passait. Jamais assez proche pour être sûre, mais assez pour troubler. Et Amécha sombrait. Chaque apparition le rendait plus instable. Chaque vision détruisait un morceau de son esprit. Chaque doute devenait une certitude terrifiante. Ada revient me hanter. Pendant ce temps, Unazi devenait nerveuse. Elle entendait des rumeurs. Des gens affirmant avoir vu Ada. Elle fit semblant de rire. Les gens aiment parler. Ada est morte. Mais la nuit, elle dormait mal. Très mal. Elle se réveillait en sueur, certaine d'avoir entendu des pas dans le couloir. Le retour d'Ada était en marche. Et Lagos n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. La tension dans la maison d'Amécha devint presque palpable. Amécha parlait tout seul. Il dormait mal. Parfois, il se réveillait en criant le nom d'Ada. Il devenait violent envers lui-même. Ses amis dirent que le deuil le détruisait. Les voisins disaient qu'un esprit le hantait. Il n'avait pas tort. Une nuit, Amécha descendit pour boire de l'eau. Dans le couloir sombre, il aperçut une silhouette. Fine. Immobile. Portant un pagne jaune. Il lâcha la bouteille et recula d'un bond. Ada? La silhouette ne bougea pas. Ses yeux semblaient briller dans l'obscurité. Amécha tomba à genoux. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Pardonne-moi. Je suis fatiguée. Tu veux ma mort? Prends-la. Il cria, pleura, trembla. Unazi sortit de sa chambre, prise de panique. Amécha. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle ne vit rien. La silhouette avait disparu. Elle comprit alors la chose la plus effrayante de toutes. Amécha n'était pas hanté par un esprit. Il était hanté par sa propre conscience. Et un homme qui perd l'esprit devient dangereux. Le lendemain, Amécha disparut de la maison. Unazi chercha partout. Il ne répondit pas à ses appels. Il ne passa pas chez Chama. Il n'alla pas au travail. C'était le calme avant la tempête. Ce soir-là, Lagos vécut une scène que le quartier raconta pendant des années. Il était 23 heures. L'air était froid. La lune éclairait les rues mal asphaltées. Unazi ouvrit la porte pour vérifier si Amécha rentrait. Et elle resta figée. Devant elle, debout, immobile. Ada. Pas une apparition. Pas une illusion. Ada. Vivante. Respiration visible. Corps solide. Yeux déterminés. Unazi sentit ses genoux se dérober. Ada? Tu es morte.
Ada avança lentement. Il faut croire que Dieu m'aime trop pour me laisser entre tes mains. La jeune sœur recula, paniquée. Ce n'est pas moi. Je voulais t'aider. Ada leva une main. N'ajoute pas un quatrième enterrement à ton péché. Un silence pesant tomba entre elles. Puis une voix, derrière Ada, fit vibrer les fondations de la maison. Ada? Amécha, tremblant, tenant une machette. Ses yeux écarquillés comme ceux d'un homme voyant sa tombe s'ouvrir. Il lâcha la machette. Tu es vivante? Tu es vivante? Ada tourna lentement la tête vers lui. Tu m'as enterrée. Non. C'est pas moi. C'est ta sœur. C'est elle. C'est elle qui t'a tué. C'est elle qui a tout fait. Moi je voulais. Ada le fixa sans ciller. Tu m'aurais enterré une deuxième fois, même si tu avais su. La vérité éclata dans l'air comme un coup de tonnerre. Unazi, prise de panique, se mit à hurler. C'est elle. Elle revient pour nous détruire. C'est un esprit. Ce n'est pas Ada. Une foule commença à sortir. Les voisins, attirés par les cris. Les enfants, réveillés par les bruits. Le quartier entier se rassembla. Ada fit alors ce que personne n'attendait. Elle avança au milieu de tout le monde. Respira profondément. Et dit d'une voix calme. Je suis vivante. Puis elle raconta tout. Le poison. La fausse mort. L'exhumation. Le vieil homme. Les apparitions. Les mensonges. La trahison. Le rôle du nazi. Le silence d'Amécha. Le quartier resta figé. Les gens pleurèrent. Certains crièrent. D'autres s'agenouillèrent. Unazi s'effondra, suppliant qu'on la croie. Amécha tenta de fuir mais fut retenue par les voisins. À la fin, Ada prononça une phrase que la gosse répéta pendant des années. On m'a enterrée 3 fois. Mais Dieu m'a réveillée 4 fois. Ce soir-là, elle marcha hors de la maison. Libre. Brisée. Forte. Marquée. Vivante. La gosse sut qu'un miracle avait eu lieu. Ou une justice. Ou une vengeance divine. Ada ne se retourna jamais. Et derrière elle, sa tombe restait vide. Mais sa vérité, elle, venait d'être gravée dans la pierre.